On en parlait, Mia Khalifa, encore pas très très longtemps, on parle d'une entrepreneur. Clara Morgan, on parle d'une entrepreneur. En vrai que j'ai parlé à des investisseurs qui m'ont toujours dit « je n'investis jamais quand il n'y a pas un cofondateur ». Si vous êtes accompagné de personnes toxiques, vous ne réussirez jamais. Bonjour, c'est Anna Paulina. Je t'emmène avec moi à la rencontre d'invités originales et atypiques afin de découvrir ce qui se cache derrière les apparences, les stéréotypes et les préjugés. Ensemble, on va parler de leur passion, de leur métier et de ce qui les motive quotidiennement. Bienvenue dans les petits plaisirs d'Anna. Oh les petits plaisirs d'Anna, oh là là, oh les petits plaisirs d'Anna, Paulina. Aujourd'hui, j'accueille Jeanne Dulac, Peach Queen, Lucie. Ça, on fait des prénoms. Hein. Donc, comment dois-je te présenter? Comment tu te présenterais, dis-moi, Alors, Lucie? j'avoue, ça dépend vraiment des situations. Hein. Je crois que tu es en train de mettre le doigt sur un petit souci d'identité que j'ai, c'est-à-dire que suivant l'environnement, la plateforme, le lieu, en fait, je me présente de manière différente. Parce que pour moi, tu es Lucie. Donc moi, spontanément, je t'appelle Lucie. Oui. Sur Instagram, Jane Dulac. Oui. J'ai fait, en fait, mon mari s'appelle Tarzan Dulac, enfin s'appelle pseudo Tarzan Dulac. Là, elle vient de spoiler le podcast. Merci beaucoup. Oui, bah, du coup, ça explique pourquoi j'ai utilisé le Jane Dulac à un moment donné. On était vraiment en mode couple à ce moment-là, et c'est vrai que Jane Dulac, Tarzan Dulac, c'était logique. Ça a évité d'avoir toutes les gamines qui disaient moi c'est Jane. Non, il y en a déjà une. Ça c'était fait. Et puis Lucie, j'irai en mode professionnel. Et puis Peach Queen, c'est surtout vis-à-vis de ma start-up actuelle. Dont je peux parler maintenant, mais là pour le coup j'ai pas envie d'avoir une remarque de spoiler le podcast. Et là, tu m'as déjà tout spoilé quasiment. Bon, on est sur la fin. Merci beaucoup d'être venue. Alors, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur toi, puisque moi, je te connais en tant que Lucie. Donc, Lucie, c'est la personne qui est bienveillante, mais c'est aussi la personne qui sait se faire écouter. Mais là, j'aimerais que toi, tu m'en dises un peu plus sur toi, sur ton parcours personnel, professionnel. Ok, alors bienveillante et qui sait se faire respecter, ça te caractérise bien, en tout cas pour moi, et je pense pour les pitch girls. En règle générale. Alors c'est toujours beaucoup plus facile quand les autres parlent de toi que de parler de soi-même. Je ne sais pas ce que je considérais comme important ou pas important, mais si je dois parler de moi... T'as un domaine particulier. Par ton parcours professionnel. Alors mon parcours professionnel, je dirais que donc j'ai fait la majeure partie de mes études en France d'abord. Ensuite, je suis allée en Angleterre faire mon bachelor, pas en mode Erasmus, mais en fait, je suis allée apprendre l'anglais. Puis je me suis inscrite à l'université à Kingston en Angleterre. Et c'était comment justement de vivre à Londres? Alors c'était génial. Alors, moi je sortais de ma campagne et Cambrousse où tout le monde connaît tout le monde se marie avec tout le monde. J'étais assez malheureuse. C'était un environnement qui ne m'allait pas du tout. Je me sentais complètement limitée. Moi j'avais une passion pour le cinéma, j'avais une passion pour l'image, et c'est vrai que aucune perspective d'avenir vis-à-vis de cet environnement dans la campagne genevoise française. Et je savais que je voulais apprendre l'anglais, mais je voulais pas juste parler l'anglais, me débrouiller, je voulais parler bien l'anglais. Donc dès que j'ai passé mon bac, hop, j'ai volé jusqu'à Cambridge. T'as fait quoi comme études? Parce qu'un bachelor, on est d'accord que c'est différent. Alors en Media and Social Studies. Ah. Donc, oui, voilà, donc c'était vraiment vers le cinéma. D'ailleurs, j'ai commencé, donc comme on est sur des études anglophones, vous choisissez votre major et votre minor, comme dans les universités américaines, et j'étais tout de suite partie sur cinéma, médias, télé, etc. Et c'est vrai que, alors là, pour le coup, la différence entre les attentes et la réalité... J'adorais le cinéma, mais apprendre le cinéma tel qu'en tout cas on me l'a enseigné là-bas la première année, j'ai dit c'est pas pour moi du tout. Moi je voulais apprendre à faire, je voulais apprendre à réaliser, produire, etc. Et je me suis retrouvée dans des cours d'analyse de films, etc., des critiques, etc. Ça t'a emmerdé parce que les gens, justement en France, ont tendance à aimer analyser des films. Ouais, je suis pas très française dans ma tête, je crois. Oui, non, mais c'est vrai que très souvent il y a cet amour de la critique. Justement, moi, et toi tu n'as pas aimé. J'ai une amour de l'histoire. De l'émotion que tu génères. J'aime raconter les histoires, et c'est vrai que on a tous une opinion sur les films, on peut les analyser de manière différente. Une seule vraie façon d'analyser un produit cinématographique, donc c'est vrai que je trouve ça très limitant d'être dans des cours où on vous donnait des bases. Je comprends l'intention, mais en fait dans la réalisation, non, ça me plaisait pas du tout. Donc j'ai viré une grande partie de mes cours cinéma
pour vraiment partir dans la sociologie et les médias, le marketing, la finance, qui était beaucoup plus proche en fait de ce que je voulais faire. Mais j'ai réalisé que je voulais faire ça parce qu'en fait, je pense, fais partie des individus qui arrivaient quand tu finis ton bac. Avait aucune idée de ce que je voulais faire, sauf que je voulais travailler dans l'image. Et donc, une fois que tu es libérée un petit peu de ça, que tu as découvert la grande ville, que tu as appris l'anglais, que tu as compris ce que tu aimais dans les études, vers quoi tu te diriges professionnellement? Alors, je finis mon bachelor en Angleterre. Là, je commence à en avoir un peu marre de l'Angleterre. Il fallait que je voie autre chose. Et puis, il se trouve que... Alors, il s'est passé 2 choses. Ma maman a eu un cancer du sein. Donc, je voulais rentrer, je voulais me rapprocher du cocon familial à ce moment-là. Et puis, je me suis mise en couple. Donc, le nouveau boyfriend et ma maman fait que je suis restée à Genève. Donc, je suis retournée à Genève pour faire mon master à ce moment-là. Il s'est passé plein de choses du côté familial et de l'autre côté. Donc, je me suis mise en relation. Et c'est là où j'ai découvert l'entrepreneuriat. Moi, c'était une option qui n'était même pas, que je connaissais pas, que je considérais pas. Moi, j'ai grandi dans un environnement où tu trouves un job, tu deviens salarié, tu travailles pour ta retraite. Et une fois que tu as ta retraite, c'est parti, quoi. Tu te mets à vivre. Donc pour toi, c'était pas du tout une option parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai été élevée. On entend beaucoup parler d'entrepreneuriat. Effectivement, il y a une omniprésence sur les réseaux sociaux. Donc on entend deviens entrepreneur. C'est presque, c'est vraiment l'espèce de trend, la mode du moment. Mais effectivement, je crois qu'on a un âge similaire. Oui. Pas besoin de spécifier lequel. Vous pouvez faire vos recherches sur Google. Cherchez mon âge, vous avez le mien. Voilà. Donc effectivement, à cette époque-là, généralement, tu devenais salarié. Et si tu avais de la chance, tu devenais cadre. Enfin, tu avais une hiérarchie au sein. Dans tous les cas, tu étais dans une entreprise. C'est ça. Et en plus, j'ai une réalisation sur la méritocratie complètement inexistante. Je me suis incrustée dans des environnements où en fait les fils d'eux, les filles d'eux, etc. avaient un avantage concurrentiel non négligeable. Sans parler du reste. De par le piston, pardon d'employer ce mot, excessivement le piston, ou parce qu'ils étaient mieux formés? Non, parce que ça c'est une vraie question. Est-ce qu'ils sont mieux formés parce qu'ils ont accès à d'autres études, à un autre cercle social, tout simplement, et ensuite il y a du piston, ou est-ce que c'est Alors probablement des deux. Du réseau, pardon. Probablement du réseau des deux. Et non Par du piston. Contre, je me suis en tout cas rendu compte que les études ne suffisaient très clairement pas. Les diplômes, tu pouvais avoir un bachelor, un master, etc. Ça donnait une base extrêmement confortable et forte. Mais en tout cas, en France, j'aime pas trop les généralités, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez fort. Il y a certaines écoles, il y a certains environnements, il y a d'individus. Et en fait, entre le fait de me sentir obligée de prendre ce chemin traditionnel du salariat et en fait, l'incapacité on peut rêver de devenir patron de Vogue autant qu'on veut. Il y a un moment donné, on se rend compte que ce n'est pas une réalité. C'est pas le American Dream à ce moment-là est pas vraiment faisable. Hein. Donc l'American Dream n'existe pas en France pour toi. Ça c'est une vraie question. D'où ma réaction. En fait, à ce moment-là de ma vie, j'ai eu en fait une sorte ça m'a cassé un nombre d'illusions maximum. Quelle a été ta pire expérience? Lorsque tu t'es confrontée justement au monde du travail? En fait, qu'est-ce que c'était chiant. Qu'est-ce que c'était pénible de travailler pour des individus qui en plus, souvent, n'avaient pas de passion dans ce qu'ils faisaient. Et en fait, on délivre des résultats, on fait des choses, mais en fait, on est mort à l'intérieur, on n'a pas de passion, on n'aime pas ce qu'on fait, etc. Et moi, j'aime faire les choses. J'aime adorer. Tes études, exactement, de ce que tu dis, tu as vraiment besoin d'être motivé par quelque chose de fort. J'ai besoin d'être passionnée par les gens. Ouais. C'est-à-dire, je suis très admirative. Je peux travailler non-stop, réclamer rien du tout à partir du moment où j'ai du respect pour les individus. Ce qu'ils font me fascine, la manière dont leur cerveau travaille, et que je trouve que la cause est juste. Et alors là, je suis instoppable. Mais c'est vrai que dans un environnement de salariat où tu as du lundi, vendredi à 6 heures, et puis même ce que tu génères comme produit, en fait, tout le monde s'en fout, à commencer par toi. Et en fait, ça, c'était un choix de vie qui était terrible pour moi. Et cette réalisation à ce moment-là, entre la fin de mon bachelor, début de mon master,
c'était une perspective de vie qui était vraiment horrible, quoi. Et comment, à ce moment-là de ta vie qui est extrêmement particulier, extrêmement difficile, où tout se bouscule, comment l'entrepreneuriat vient à toi? Comment tu décides d'être ton propre patron? J'ai envie de faire une blague, mais c'est vraiment ma vie à ce moment-là est basée sur une rencontre. J'ai une pauvre citation dans la tête, mais c'est vraiment mon conjoint que je connaissais déjà depuis plusieurs années. Donc en fait, on a été amis pendant environ 2-3 ans avant de se mettre en couple. Ce qui fait que c'est vraiment une histoire d'amitié plus. Et c'est vrai qu'il m'a complètement changé ma vie parce que, comme je l'ai dit, moi, famille basée sur le salariat, etc. Lui, pas du tout. Lui, l'entrepreneuriat, famille d'entrepreneurs. Donc, toute sa vie, en plus, son cerveau est fabriqué pour créer, avoir des idées. Donc, c'était vraiment deux mindsets complètement différents. Complètement, mais en fait, ça m'a pas surpris et choqué. J'étais à la maison. En fait, l'écouter parler, l'écouter analyser les entreprises, analyser les idées, voir des possibilités marketing là où personne les avait vues, donc vraiment voir le monde de manière différente, j'étais à la maison. En fait, t'as vraiment trouvé ton feu de cheminée. Mais c'était assez incroyable. Il me donnait une idée, je prenais une feuille de papier, je commençais à écrire. Jamais j'avais fait ça. Ni en cours, ni naturellement. En fait, c'était spontané, c'est quelque chose qui te plaisait. Naturel. C'était fait naturel, pour toi. ouais. Donc effectivement, cette rencontre a un sens. C'est ça. Et là, j'ai eu le poids de la vie qui est parti. Sous quelle forme? Qu'est-ce que vous avez commencé à faire comme projet, Alors, la toute première... Ce dont t'as envie de parler, évidemment. Ah, de tout, hein, en soi. Il y a absolument aucun problème. On vient de se mettre en couple. On a 1 mois d'existence en couple. Hein. On part faire un laser game d'entreprise. On jouait au laser game. Et mon mari est tombé en amour du laser game. Et comme tout ce qu'il fait, il a envie de le faire tout le temps. Du coup, c'était tous les soirs, on va jouer. Et du laser game. Exactement. À Genève, on courait dans le labyrinthe, on tirait. Alors, on est devenus des très bons tireurs. Et en fait, moi, j'ai perdu, je crois... 3-4 kilos en jouant au laser game autant aussi souvent, pour la simple et bonne raison que je bougeais. Sachant que tu es une grande sportive aussi. Je sautais. Oui, j'ai toujours fait beaucoup de sport. On adore ça, je me mets à perdre du poids. On voit vraiment un potentiel dans cette activité ludique. Mais plus on joue, plus on se rend compte que le matériel, c'est une catastrophe. Le branding inexistant, enfin on se parle d'un branding enfantin, etc. Donc on analyse ce jeu, on se dit c'est un sport qui n'en est pas un. En tout cas, qui n'est pas vendu comme tel. Alors qu'on a du cardio, on a de la précision de tir, on a tout pour en faire un sport. Mais il y a plein de choses qui ne vont pas, comme je viens de le dire, l'équipement, le branding, etc. Et on se met à réfléchir à tout ça avec nos petites ambitions. Et on se met à dire, dans un premier temps, il faudrait un outil qui traque ta performance sportive et qui te permet, comme dans un sport, d'avoir cette vue sur l'évolution d'un joueur. Et donc d'avoir un système qui te permet de voir si tu t'améliores dans l'efficacité de tir, dans la rapidité de tir, etc. Et donc on a mis ça en place, on a mis un premier logiciel qui te permet de pratiquer ton sport avec toi, mais qui a aussi... Une application un petit peu. Ouais, en fait on était un peu le e-booking du laser game. Voilà, ok, très bien. Faciliter la réservation, et dans un autre temps on était à l'époque ça s'appelait Nike Plus. Tu te souviens, tu avais l'application Nike Plus qui permettait d'avoir toutes tes datas. C'était vraiment au début de la gamification et du trackable. Il n'y avait pas encore d'Apple Watch à l'époque. On était un peu précurseurs. et on avait mis en place ces fiches de jeu où on traquait toutes les datas et tu avais un ranking toutes les semaines et ça te permettait de te dire cette semaine je n'ai pas joué, donc je suis descendue, d'autres personnes ont été plus entraînées. Plus performants. Et donc ça te motive à jouer plus et donc à courir plus et pour ta santé c'était excellent sans t'en rendre compte. Parce que c'était vraiment ça la clé, c'était je ne veux pas faire mon jogging et je déteste courir. Faire du sport, totalement, sans s'en rendre compte. On revient à quelque chose qu'on fait beaucoup dans l'enfance, en fait, à quelque chose de très ludique. Exactement. On se dépense, parce que c'est vrai que c'est vraiment ça le laser game, tu t'amuses, mais en même temps, effectivement, tu te dépenses. Concentration, en fait, il y a plein de choses. On a lancé ça en partenariat avec une marque. Ça a très bien fonctionné pour les utilisateurs qui se sont mis à pratiquer le sport. Vous avez eu donc des adhérents vraiment fidèles. Ouais.
et qui s'habillaient différemment. C'était plus une activité tous les 2 ans, mais une activité sportive. On mettait régulière. Exactement. On mettait sa tenue de sport. Donc, parti de ce constat, on est allé plus loin. On a développé notre propre équipement qui traquait toutes les datas sportives, etc., qui se réactivait avec... dès que tu brûles les calories, ça se réactive. C'était un peu comme une combinaison connectée. C'était un peu comme un Ironman, si tu veux. On avait Oui, enlevé d'accord, le pistolet, rajouté une handle, mis un holster. Il fallait vraiment brûler des calories pour te réactiver. C'était super léger, très propre. On avait pensé au Covid avant que le Covid arrive. Donc c'était c'était du un peu hardware. avant le Covid. Ouais, c'était bien avant le Covid. Bien avant le Covid, d'accord. Mais c'était du hardware. Donc le hardware, je conseille pas. Même si c'est très gratifiant d'avoir créé quelque chose, créé un objet. C'est de fabriquer du hardware. Mais on l'a fait, on l'a fabriqué, on est allé jusqu'à Los Angeles pour créer un environnement sportif de ce type-là, quoi. On a fait toutes les télés du monde, on a fait tout ce qui était web TV, on a fait des Discovery Channel en Allemagne, au Japon, en Australie. Ça a été une école de la vie, là, pour le coup, incroyable, entre le fait que les États-Unis, c'est vraiment le pays de l'entrepreneuriat. On a un respect pour l'entrepreneur qui est démentiel. Donc, vous êtes mieux épanoui aux États-Unis. Incroyable. Vous avez pour moi, été mieux c'était accueillis génial. avec Oui, votre produit aussi. absolument. Déjà, eux, ce qu'ils aiment, c'est tester le produit pour te le démonter. C'est pas je te le démonte, t'as créé quelque chose, tu fais quelque chose de différent, je veux pas te parler, mentalité française, mais c'était vraiment je vais l'essayer pour te prouver que t'as tort. Sauf que quand ils l'essayent, si t'as raison, ils vont le dire aussi. Et ça, c'est Mais vraiment ils ont très quand important. même cette envie de voir les... humain, ça. Ouais, ça c'est humain. Ça, En c'est fait, on humain, cherche... ça. Donc ça, c'est intéressant parce que... si optimiste que ça, et tous les humains essayent de te Non. montrer qu'il y a un truc qui déconne. Ce pays n'est pas absolument pas parfait. Par contre, c'est vrai que ça, c'est une grande... Nous, à l'époque, quand on a développé le produit, en France slash Suisse, on gênait les gens et de temps en temps, on nous demandait même d'arrêter d'en parler. Quand on est arrivé aux États-Unis, on a pitché ce qu'on faisait au chauffeur du Uber et il nous a dit « vous êtes des génies ». Et on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce pays, en fait? Et c'est une mentalité différente où on veut t'aider à progresser dans ton projet pour en profiter. Alors qu'en France ou en Suisse, on aimait bien le détruire parce qu'on n'aime pas bien quand les gens font quelque chose de différent ou de mieux. Enfin, peu importe. La mentalité a un peu changé, donc je vais pas taper trop sur ce pays. En tout cas, vous avez été très bien À accueillis ce aux moment-là, c'était États-Unis. difficile, oui. Pour ça. Et puis, en tant que femme entrepreneur, c'était génial aussi. Hein. Donc là-bas, il n'y avait pas tu ressentais moins la différence. C'était pas que c'était moins important, c'est que c'était glorifié. C'était glorifié, C'était d'accord. génial. Et en France, au contraire, Ah bah non, ça pouvait te desservir réellement. Alors, oui, ça te dessert parce qu'on t'écoute moins. On t'écoute Ah, mais j'ai fait des tests. Hein. J'ai envoyé des emails c'est- en signant Philippe. T'as Ou bien entendu en mon mari. signant, Moi, les Lucie, réponses, le taux de réponse, c'est absolument pas le même. C'est encore le cas sur LinkedIn. De temps en temps, je m'amuse juste pour voir. Et Avec les deux profils, celui de ton mari et le tien. C'est tragique. Enfin, c'est pas que je comprends, c'est que je fais avec. Je travaille avec. C'est le cas. Bon, je préfère envoyer des messages avec son compte qu'avec le mien, puisque le taux de réponse sera pas le même, quoi. C'est quelque chose que j'accepte, que je trouve dommage, mais que j'accepte. Donc, on est rentré pour justement créer cet équipement basé sur l'expérience qu'on en avait eue aux États-Unis. Et puis là, le Covid est arrivé, donc tout ce qui était opportunité immobilière pour créer des centres, à ce moment-là, c'est complètement... tout est mort, quoi. D'accord, donc le Covid vous a totalement tué votre projet. Alors, et il vous n'a a pas empêché de totalement tué pouvoir parce qu'il existe faire encore. évoluer. D'accord. J'ai toujours des prototypes. On l'a fait changer parce qu'en fait, on a eu la chance d'avoir une université sportive à Innsbruck, en Autriche, qui a voulu prendre notre équipement et le tester face à l'entraînement FIFA pour le changement de direction vis-à-vis de l'impact que ça a sur les maladies, l'arrachement des ligaments dans les genoux. Et en fait, il s'est trouvé grâce à cette étude, on a une diminution du risque de blessure en ayant fait un programme d'entraînement de 2 mois avec laser, donc avec notre équipement. Et en plus de ça, tu cours plus vite. D'accord, donc le produit existe toujours. Le produit existe toujours, il est en train de changer de domaine puisqu'il est en train de passer en objet médical, de prévention de maladies, donc on a un programme d'entraînement pour limiter ce risque de blessure. Et pendant ce temps-là, quand il y a eu le Covid, est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez eu
l'idée De de Peach créer Farmer. Peach Farmer. Exactement. Je Et vois où tu comment arrives. oui, non, c'est passionnant, mais c'est vrai qu'on a mais j'ai envie trop aussi à de raconter, savoir hein. à quel moment. Mais c'est super intéressant de créer un produit pareil. Tout le storytelling mériterait un podcast à lui tout seul. Mais comme tu es aussi Peach Queen, est-ce que tu peux me parler de Peach Farmer? Comment est venue l'idée? Lequel de vous deux a eu pensé cette à idée? ça? On revient de Los Angeles. On a passé 2 ans à faire MTV, des youtubeurs, etc. Il se passe pas une semaine sans qu'on ait un shooting dans le lieu. Donc énormément d'apprentissage. Et c'est vrai que mon mari, il a un cerveau qui buzz. Quand il a un amas d'informations, ça se met à cliquer partout. On rentre des États-Unis et il passe un temps fou sur les réseaux sociaux à regarder certains de vos profils sur Instagram et il voit des communautés ultra engagées, grandes, etc. Mais pas avec le même taux de... Pas avec le même... Vous n'avez pas d'association de marques, etc. Ou alors c'est très limité à votre industrie, etc. Oui, c'est la grande différence avec les profils qui vont peut-être même avoir un peu moins d'abonnés. Il est vrai que lorsque je dis influenceur, il n'y a absolument rien de péjoratif. J'emploie ça comme un créateur de contenu, voilà, on peut dire ça. Il y a des créateurs de contenu qui vont avoir moins d'abonnés, mais qui vont effectivement, en fonction de leur domaine, que ce soit le make-up, le lifestyle, collaborer énormément avec des marques qui correspondent à leur mood, qui correspondent à leur éthique. En revanche, effectivement, quand on est dans le corn, dans le pitch game, je vais utiliser ces deux termes, tout de suite, les marques n'ont pas envie de s'associer en fait aux plus de 18 ans, alors qu'au final, on a des très grosses communautés. Donc je pense que c'est ce qu'il a pu observer. C'est exactement ça, en fait. Il a vu une industrie très puissante, un taux d'engagement de vos communautés folle et absolument aucun avantage pour les marques d'en profiter, alors que ce taux d'engagement de ces communautés sont super fortes. Et il regardait les profils, etc. Et c'est vrai qu'il comprenait pas. Il est venu me voir, il m'a dit, ça serait pas cool de créer un système où les fans peuvent rencontrer les filles de manière décomplexée, dans un environnement ultra sain. Et en fait, on ferait ça sous forme de jeu. Et ça nous permettrait de produire du contenu et de filmer ces rencontres. Et ok, alors nous on rentre de Los Angeles. Mais, pardon, je t'arrête 2 secondes, mais là, en revanche, moi, je vois quand même de manière très lointaine, je vois tous les ingrédients. Je vois l'influence de Los Angeles et de la manière dont ça fonctionne. Je vois le game, donc quelque chose de ludique comme le laser game. En fait, je vois une association d'idées. En fait, il a vu le pouvoir de la communauté. Avant que ce soit vraiment à la mode. Encore une fois, il est toujours très en avance, ce qui de temps en temps est un problème vis-à-vis des produits qui ne sont pas en alignement avec la culture du moment. Il voit vraiment les choses en amont. Il a un cerveau absolument incroyable et il a vu ce pouvoir de communauté, ce pouvoir de l'image, notamment grâce à LA, quoi. Et en fait, il a fait un pot pourri de toutes ces idées et il en a sorti un truc, un écosystème de fous furieux, quoi, où en fait vous avez les fans, les stars, donc nos pitch stars, et cet environnement où on pourrait les monter pour rassurer les marques. Parce qu'en fait, ça par contre, il l'avait vraiment vu. Qu'est-ce qui fait de vous, qu'est-ce que c'est que cette différence entre vous et les stars de la télé-réalité ? Et en fait, il est allé sur PitchHub et quand il a réalisé que Kim Kardashian était le top search sur PitchHub, il s'est dit, mais Kim Kardashian, c'est pas une pitch star, c'est une star de la télévision. Et pourtant, elle est très référencée sur ce site, quoi. Donc en fait, c'est la même chose. Donc pourquoi elle arrive à avoir des revenus publicitaires démentiels ? Peut-être parce qu'il y a eu vraiment des gens qui ont... Bon, on le sait tous, Kris Jenner, d'ailleurs, qui est peut-être la reine des entrepreneuses dans le secteur des médias, en tout cas, avec ce qu'elle a réussi à faire. On juge ni en bien ni en mal, c'est simplement un constat. Et effectivement, ce qu'elle a réussi à faire avec Kim Kardashian est assez incroyable, puisqu'en partant d'une promo un peu sulfureuse sur une sextape volée, peu importe, c'est pas le débat, on s'en fiche. Peu importe. Mais en tout cas, elle a réussi vraiment avec
à faire de Kimka aujourd'hui une actrice, puisqu'elle est dans American Horror Story pour le petit moment culture pop. Évidemment, une influenceuse, une personne qui a énormément de marques, une vraie entrepreneur voilà. qui a un nom dans la mode, qui a un nom dans tous les secteurs d'activité. C'est pas la seule. Moi, je le sais maintenant parce que je vous côtoie tout le temps, mais vous êtes des entrepreneurs. On en parlait, Mia Khalifa, encore pas très très longtemps, on parle d'une entrepreneur. Clara Morgan, on parle d'une entrepreneur. Donc en fait, il y a un moment donné, c'est la même chose, voire vous êtes même mieux organisé que les stars de la télé-réalité, vous avez des entreprises, vous avez un contrôle d'image, vous parlez marketing, etc. Pourquoi vous n'auriez pas cette aura acceptable auprès du public ? Et c'était vraiment ça, c'était comment on crée un écosystème qui vous montre sous une lumière différente, qui inclut la communauté dans le processus, mais dans un environnement sain et contrôlé, parce qu'il y a le phénomène de rencontre entre la star et les fans, ça peut être extrêmement dangereux, périlleux pour vous, pour eux, pour tout le monde. Donc en fait, on crée des émissions, on crée des événements qui sont contrôlés, mais qui sont en fait pour les fans et pour vous, et qui vous permet de casser les stéréotypes, de montrer tel que vous êtes. Et nous, notre mission, ça va être de vous montrer de cette façon-là. Alors évidemment, il ne m'a pas pitché comme ça, hein, qu'on soit clair. Ça, c'est aujourd'hui. Après, c'est une fois que le projet a vraiment abouti. Exactement. Non, moi, il me l'a pitché cru et vraiment basé sur la rencontre des deux, et etc. Encore une fois, on connaissait personne. Et justement, ça a été, mais dans quel monde je fais une entreprise sur l'industrie de la pitch alors qu'on n'en fait pas partie. Je connais personne. Je connais pas les filles. Je ne sais pas qui sont ces gens. Et puis ça reste, t'imagines l'impact que ça peut avoir sur nos vies en fait. On peut être en fait, j'ai la même réaction que tous les gens que je côtoie aujourd'hui qui ne font pas partie de cette industrie, c'est ouais mais non. La frayeur. Au début, tu avais des stéréotypes, des préjugés justement. Non, mais c'est évident en fait. Tout ce qu'on ne connaît pas, on en a peur. Mais totalement. En fait, on est terrorisé par quelque chose qui peut... Est-ce que tu t'attendais à voir un milieu vraiment un peu glauque, un peu malsain ? Bah, bien sûr. C'est le portrait qui est dressé par les médias depuis des années. Mais il y a quelque chose sur lequel j'ai pensé tout de suite, c'est que ce portrait est souvent basé sur les hommes. Hein. Les producteurs, les acteurs, etc. À partir du moment où on a décidé de se centraliser sur les femmes, moi, ça m'a ultra rassurée. Parce que j'avais cette volonté de me dire, bon, c'est sûrement des problèmes, c'est super réducteur et dommage pour les hommes, hein, mais c'est peut-être des problèmes qui sont causés par la jante masculine, et si en fait on prend les filles à part, on arrive peut-être à quelque chose de beaucoup plus qui peut être différent, quoi. J'étais remplie d'a priori mais qui sont, c'est pour ça que je les accepte aujourd'hui et que je les combats. Et que je les combats avec autant de facilité parce que, je ne fais toujours pas partie de cette industrie, malgré le fait que je travaille avec vous. Moi, ma question, c'est si tu avais tout... Par exemple, moi, si j'imagine qu'un milieu est terrible, je crois que je n'irais pas. Parce que lorsque je suis venue dans le pitch game, j'avais déjà quand même un peu lu, je m'étais un petit peu renseignée, je m'étais fait accompagner. C'est-à-dire qu'il y avait tout je savais un tout petit peu où je mettais les pieds. En revanche, si j'avais eu uniquement l'image ultra négative renvoyée par les médias, je n'aurais jamais franchi le pas. Qu'est-ce qui te pousse quand même à dire allez, on va voir? Je suis pas obtus. Hein. Moi, je suis extrêmement curieuse. J'adore apprendre. J'apprends tout le temps. Je me bloque jamais sur mes positions. Hein. J'essaie toujours d'apprendre de nouvelles choses et j'ai beaucoup. Enfin, j'espère en tout cas avoir ce recul de me dire si on n'agit pas bien. Attends, il y a peut-être des éléments qui font qu'on en est arrivé là. Toujours. Donc, et puis, je crois que je suivrai Tarzan sur Mars. Sur Mars, s'il fallait, quoi. Parce qu'en fait, il te donne de l'ambition. Il te fait rêver. Et je suis quand même quelqu'un qui est beaucoup plus terre à terre que lui, qui est beaucoup plus carré, qui est par définition beaucoup plus limité à ce niveau-là. Et lui, il te dit, mais pourquoi pas? En fait, pourquoi c'est comme ça? Et pourquoi c'est obligé, etc. Ce qui fait que quand il m'a pitché l'idée, j'étais pas à l'aise avec cette industrie et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas?
de toute façon, je peux y aller. Et si d'aventure, il faut s'arrêter ou il faut se mettre... Mais en tout cas, il y a cette grande confiance quand même. Ton couple, c'est un peu le ciment de beaucoup de choses de ta vie. Oui. Et effectivement, c'est très beau. Je suivrai Tarzan sur la Lune. Sur Mars, pardon. Sur Mars. Je projette. Moi, ce serait la Lune. Mais effectivement, confiance. Donc, c'est assez incroyable. Très fort. Oui, en fait, je rêvais beaucoup plus jeune et en grandissant, je me suis un petit peu arrêtée de rêver et lui m'a redonné cette volonté d'aller tellement loin, en tout cas d'essayer. Au pire, ça marche pas et qu'est-ce que ça peut faire? On apprend dans les défaites, hein, on n'apprend pas dans les réussites. Alors ça, c'est très important, je pense, de le préciser que, enfin, on le dit pas assez souvent, on a tous très peur de l'échec, mais c'est vrai que c'est sur les échecs qu'on se forge, c'est sur les échecs qu'on apprend et c'est sur les échecs qu'on évolue. J'ai vraiment pas peur de l'échec. Hein. On échoue tout le temps, des petites choses de temps en temps qui sont pas bien graves, qui n'ont aucun impact. De temps en temps, c'est un petit peu plus grave. Mais c'est tellement pas grave. On fera tellement mieux la prochaine fois. Tant qu'on essaie de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné et qu'on essaie de s'améliorer, etc. Non, j'ai vraiment pas peur de l'échec. De toute façon, ça arrivera. Si on en a peur, on le fait venir à soi plus vite en ce qui me concerne. Je préfère vraiment faire des choses et pas les réussir plutôt que pas les totalement. Faire. Et je crois que ça, il faut le dire et le redire, c'est important d'échouer parce que échouer, ça veut dire qu'on a essayé. Donc je souhaite à tous ceux qui regardent cette émission d'échouer plein de fois. Souvent, ils ont peur parce que ça leur donne une mauvaise image, ou ils ont peur que les gens aient une mauvaise image d'eux à partir du moment où ils ont échoué. Et je trouve ça tellement dommage et limitant, quoi. Quoi qu'il arrive, les gens pourront... moi, j'aime beaucoup cette phrase de Despentes qui dit « Quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, il y aura toujours quelqu'un pour prendre le temps de dire que c'est de la merde. » Je ne sais plus dans quel livre c'est, mais c'est très vrai. Absolument. C'est que quoi que tu fasses, tu seras critiqué toujours, tu seras toujours jugé. Exactement. Même si tu es un salarié dans une entreprise, tu seras même pas à l'abri de ça. Bien sûr. Donc, autant essayer des choses, autant échouer, et petit à petit, on se fait au regard des autres aussi. Autant être fier de ce qu'on fait, autant s'entourer de gens merveilleux qui vont t'aider dans ta tâche, parce qu'en fait, c'est ce qu'il y a de plus important, hein, c'est les gens qui sont avec toi. Et au moins, tu seras tellement fier de ce que tu as essayé de faire. Faire quelque chose pour faire quelque chose, où la victoire est quasiment certaine, génial, quoi. C'est triste. Et là maintenant, Peach Farmer. Donc, comment vous commencez le projet? Comment concrètement une fois que vous avez l'idée, tu démarches les filles? Alors concrètement, on s'est dit donc on va créer un jeu alors il a beaucoup évolué, mais de collection de cartes pour accéder à nos différents tournages, nos différents événements, notre plus grande émission qui s'appelle les Pitch Games aujourd'hui, qui est un week-end tout frais payé. Donc vous venez sur le tournage des Pitch Games, qui est une sorte d'interville / Koh-Lanta, ça dépend, mais vraiment basé sur le fun. On s'amuse, on crée des jeux, on crée du contenu web. C'est vraiment notre plus grande force. Donc on crée ce jeu dans un premier temps, pour pouvoir mettre en lien les fans et les pitchs. Et de l'autre côté, justement, on se crée un écosystème de pitch stars avec lesquels on va travailler main dans la main. Donc, on a commencé à démarcher on a commencé à caster pour faire des shootings photos, pour pouvoir créer du contenu, pour faire la promotion de notre environnement. Donc aujourd'hui, Pitch Farmer, c'est vraiment une boîte de production. C'est un studio de production. On crée du contenu web, amusant, divertissant, tout public, avec des pitchs, toujours avec des pitch stars, et de temps en temps avec des fans, on les appelle les farmers sur notre plateforme, sur notre jeu. Les pitchs et les farmers. Exactement. Alors, les farmers, les participants, les donc ceux qui peuvent participer au jeu, et ceux qui collectionnent les cartes, et les pitchs, donc les héroïnes. Ils sont nos stars, exactement. Les héroïnes qui font les photos, les réels, qui font tout en fait. Vous les mettez vraiment sous un angle en fait beaucoup plus ludique, beaucoup plus décomplexé, en fait, le but c'est vraiment de casser les stéréotypes. Ouais. Donc, je vais pas aller chercher casser les stéréotypes à tout prix, c'est parce que je suis en train de dire que je vais vous montrer tel que vous êtes. C'est-à-dire avec vos complexes, avec vos émotions, etc. Vraiment tel que vous êtes comme des personnes et pas juste des pitchs. En fait, je trouve que c'est trop facile de définir les gens par leur activité économique et professionnelle, surtout quand on n'a pas vraiment envie de comprendre les tenants et les aboutissants de cette activité professionnelle, mais vraiment en train de vous montrer en tant que personne. Et pas définir par une seule chose. Il n'y a pas qu'une seule étiquette. Ça aussi, il faut dépasser un petit peu ça. Il peut y avoir une étiquette, effectivement, comme le pitch travail, mais il y a tout plein de facettes. Et ça, c'est l'avantage aussi des réseaux sociaux et des contenus web, c'est qu'on peut les montrer. Et j'ai envie que quand
un farmer ou une farmeuse regarde un contenu basé sur votre vie professionnelle, il voit plus juste la paire de boobs ou la paire de fesses, etc., mais qu'en fait, il voit cet individu, son visage, son tempérament, sa façon d'être, etc. Et en fait, par définition, puisque vous devenez une vraie personne et plus un fantasme, il y a un respect qui se génère. Et pour moi, en fait, cette évolution de mentalité, c'est ça la force du projet. C'est faire en sorte que les gens ne vous voient plus comme un fantasme, comme un objet ou quelque chose de dématérialisé. Merci Anna. Mais vraiment comme quelqu'un qui existe et donc à qui et ouais, vous faites un service qui est apprécié par des millions, pour ne pas dire des milliards d'individus sur cette planète. Et comme tout service, vous êtes un individu, il faut vous respecter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois ma communauté de farmers vous défendre, parce que ça arrive souvent, hein, vous défendre sur le fait que non, quand on parle d'Anna, on va pas poser une image de Peach, en fait. Mais Anna, elle est pas que comme ça, elle est pas machin, etc. Oui, parce que je les vois vous défendre. Mais comme des influenceurs, des créateurs de contenu classiques, il y a ce qu'ils vont faire, donc le côté image, et comme une actrice qui va jouer un rôle lors d'un film, mais ensuite il y a une personnalité, et il y a des goûts, il y a plein de choses. Il y a un panel très large en fait d'émotions et de caractéristiques en fonction de telle ou telle personne. Après, les gens peuvent vous aimer pour qui vous êtes ou pas. Bien sûr, mais prendre en compte qu'il n'y a pas que le côté pitch. Mais c'est ça. En fait, je suis pas là pour leur dire. Je suis là pour leur dire. Ce n'est pas que ça. Apprenez à aimer Anna. Enfin, apprenez à connaître Anna dans son entièreté, et après faites-vous une opinion, mais basée sur un panel d'informations, pas basée sur le fait elle est pitch star, je ne l'aime pas. Non, ça, pour moi, c'est très compliqué à vivre. Et souvent, c'est une réaction que j'ai beaucoup de la part de la gente féminine. Ça m'arrive encore assez régulièrement. Elles ont peur de vous. Elles ont l'impression que face à vous, elles n'ont aucune chance vis-à-vis de leurs copains, leurs maris, etc. C'est une foutaise. Parce qu'elles s'imaginent que les pitchs sont dans l'ultra-séduction constante. Exactement. Parce que, en fait, je pense que c'est un petit peu ça. C'est une compétition féminine qui a fait perdu d'avance. En fait, c'est de se dire, je pense, en tout cas moi, c'est les échos que j'ai pu par moment entendre, c'est de projeter l'image de femmes qui vont tout le temps être dans un prisme de séduction, dans un j'essaie de séduire constamment, alors que je pense que tu as pu le constater, c'est absolument pas le cas. En fait, c'est même le parce que donc mon mari est toujours sur le plateau entouré de toutes les pitches qui de temps en temps se baladent, enfin se changent de vêtements pour les shootings photos, etc. Donc c'est vrai qu'il est face à des boobs de manière régulière, et en fait il n'y a aucun jeu de séduction entre les pitches et mon mari. Je n'ai pas eu besoin de dire quoi que ce soit, de faire quoi que ce soit, etc. C'est juste un respect mutuel entre individus, et je trouve très dommage d'avoir peur des pitchs basé sur ce sentiment qui est complètement faux. Moi, je veux dire, un jour, je peux donner mon mari a ramené Cléa chez elle, donc depuis le lieu de tournage jusque dans sa maison, parti 2 heures, 1 heure aller, 1 heure retour en voiture. J'ai eu zéro inquiétude. Elle est peut-être 1% parce que je suis humaine et que quand même. Mais c'est vrai que non, j'étais pas du tout inquiète. Je sais que je peux faire. En fait, j'ai quoi qu'il arrive. Donc en fait, c'est pas vraiment à vous qu'il faudrait avoir confiance, même si j'ai aucun problème avec de laisser Cléa avec Tarzan. Mais en fait, j'ai confiance en mon mari, et c'est vrai que c'est plus ça le problème. Si vous avez un souci avec les pitchs, c'est que probablement il y a un souci dans votre couple, ou que vous n'avez pas assez confiance l'un dans l'autre. Donc c'est un autre souci. Alors ça, c'est très juste. Et effectivement, on va juste faire une petite phrase là-dessus pour ceux qui nous écoutent. Effectivement, la première chose, c'est quand même la confiance dans le couple et la personne extérieure, qu'elle soit pitch, pas pitch, peu importe. Exactement. Si elle peut casser quelque chose, ou si vous la craignez vraiment, peut-être que le problème de base vient de votre couple, et peut-être que c'est par là qu'il faut regarder. Et c'est de la projection de peur sur vous. Vous prenez tout le truc en pleine figure, et c'est un peu injuste. Enfin, c'est même très injuste en ce qui me concerne. Donc voilà. Totalement. Pitch Farmer, alors après la santé, après tout le très grand, justement le grand panel de secteurs qu'on a évoqué, j'aimerais tout de même te demander encore 2 petites choses. La première, quels sont les conseils que tu donnerais à une personne qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat ? Le faire à 2, c'est mieux.
C'est une première chose. Et puis, vous allez être dans une position d'inconfort quasiment permanente pour tout le temps. Et il va y avoir des risques financiers, il va y avoir des risques personnels. C'est un investissement très très fort qu'il faut accepter de prendre et que si on n'est pas confortable avec, l'entrepreneuriat n'est pas une solution. Comment être confortable dans l'inconfort? Vraie question, pas jeu de mots. C'est une très bonne question. Je pense que je vais référer à mon point numéro 1. Être accompagné, c'est capital parce que ça vous permet d'échanger sur des choses que vous vivez ensemble. Donc quand c'est plus dur pour une personne, l'autre personne est là pour raisonner avec elle et lui remonter le moral et inversement. Très 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 souvent, moi, c'est tellement vrai que j'ai parlé à des investisseurs qui m'ont toujours dit je n'investis jamais quand il n'y a pas un cofondateur ou quand il n'y a pas un numéro 2 et que je sens que l'équipe de leader en fait est forte. Parce que à un tout seul, c'est le poids du monde sur les épaules. Ça ne veut pas dire que c'est avec votre conjoint, ça peut être avec un ami, oui, mais ça peut être avec un numéro 2. Il y en a un pour rattraper l'autre à un moment ou à un autre. Parce que quand on est seul, c'est, je pense, très compliqué à tenir. Donc mon plus beau projet, mon plus beau conseil, ça serait celui-là. Être accompagné avec quelqu'un en qui vous avez confiance. J'aime beaucoup et je le trouve extrêmement honnête et je trouve que c'est assez juste. Ce que, et mon deuxième conseil, justement, en fait, mon deuxième conseil, ce serait si vous êtes accompagné de personnes toxiques, vous ne réussirez jamais. Parce qu'ils vont passer un temps fou à vous démoraliser le moral et à casser vos rêves. Donc en fait, ça n'a aucun intérêt. Les résultats ne seront pas là. Donc voilà, le choix du binôme est capital. Parfait, merci beaucoup. Mais de rien. Et maintenant, évidemment, dis-moi, quel avenir... pardon, je suis désolée, j'ai encore une autre question. Non, mais vas-y. Tu travailles effectivement avec ton mari, avec Tarzan. Comment tu fais pour concilier justement l'aspect travail, l'aspect personnel, puis vous êtes tout le temps ensemble du coup? En fait, et comment vous décidez? Quel est ton rôle? Quel est le sien? Est-ce que tu peux m'en parler? C'est une question qui le ferait mourir de rire. Les rôles ont toujours été définis de manière ultra naturelle. Je pense que c'est pour ça que ça marche si bien, c'est qu'il est extrêmement cérébral. Et moi, je fais. Je fais en sorte que ses rêves aient une chance. On n'a pas besoin de se dire toi tu t'occupes de ça et moi je m'occupe de ça. En fait, c'est juste je m'occupe de tout. Et il s'occupe de faire en sorte que je ne pète pas un câble. C'est une très bonne balance. D'ailleurs, on est tous les deux balance. C'est le cas de le dire. Il trouve toujours des solutions. Il a un raisonnement qui fait que je peux me permettre de ne pas m'inquiéter du lendemain parce qu'en fait, je sais qu'il est là. Moi, je m'inquiète d'aujourd'hui et de faire en sorte que tout ce qui doit être fait sera fait. Et en fait, cette partie-là, pour moi, elle est très facile. Hein. J'ai des tâches, je les accomplis les unes après les autres. Si quelqu'un ne les fait pas, je vais les faire. Pas parce que j'ai envie de prendre la place d'autres, mais parce qu'en fait, elles doivent être faites dans une vision commune de développement de société. C'est-à-dire que moi, j'ai aucun problème à ne pas exister en tant que personne. J'ai un ego et j'existe. Hein. Mais vous savez tous les deux aussi mettre entre guillemets votre ego de côté. Vous savez à quel moment et bien vous situer. Absolument. D'où l'importance du binôme. Encore une fois, en fait, si vous passez tout votre temps à faire en sorte que l'autre soit bien et que l'autre fait la même chose, vous avez gagné. S'il y a justement une balance qui n'est pas complètement opérée, ça va. Mais si vous passez votre temps à faire en sorte que l'autre soit content, c'est bon, hein. Ça va rouler, quoi. Oh, les petits plaisirs d'Anna, ouh là là, oh, les petits plaisirs d'Anna, oh Nina. Comme nous sommes dans les petits plaisirs d'Anna, j'adore proposer une petite sucrerie, quelque chose de doux à mon invité. J'ai essayé, bon là j'avais un petit peu plus d'éléments te connaissant, mais je me suis dit que t'étais pas team chocolat, déjà. Non? Oui. Ça dépend. Je suis plus team à me faire mes propres gâteaux en plus, donc c'est vrai que je prends pas de chocolat dans les pâtisseries par exemple. C'est très juste. D'accord. Bon il n'y a pas de chocolat, il n'y a pas de caramel, donc je suis passée sur quelque chose. Je suis partie sur quelque chose, d'assez assez doux. Je ne sais pas. C'est une très très bonne boulangerie où je l'ai acheté, boulangerie-pâtisserie, et c'est l'un des desserts les plus commandés en France, les plus connus. Ok. Mais normalement, s'il est bon, s'il n'est pas trop sucré,
Ça devrait te Ça, c'est plaire. parfait. Et c'est une tarte. Est-ce que C'est une tarte. t'as une... Est-ce que t'as un indice? Est-ce que pas un indice? Mais... sucré que les Français adorent, la tarte au citron. Oui. Ah, parfait. C'est quelque chose de classique, mais pas trop parfait. agréable. Tu goûtes vraiment un petit morceau. Hein. Je vais en profiter pour te poser une dernière question sur cette douceur. Quel est l'avenir que tu souhaites à Peach Farmer? Quels sont tes projets? Quelle est ta plus grande ambition? Eh ben écoute, je vois l'avenir de Peach comme la tarte. Très bonne. Très bon. Très bon et délicieux. Moi, je pense que Peach Farmer a le potentiel de devenir un élément de pop culture ultra fort. Une marque très puissante, vraiment basée sur le fun et les pitchs et les events et la production, les événements, les émissions qui peuvent grandir en taille, en force, en puissance. Je pense que Peach peut se transformer en Schtroumpf. On peut pitcher absolument tout vis-à-vis du vocabulaire, l'identité visuelle, etc. Moi, je vois vraiment un écosystème ultra fort où le fan travaille main dans la main avec la marque pour faire grandir tous les aspects de cette marque, que ce soit au niveau du jeu, mais au niveau de la production. Moi, j'ai le nombre d'idées qu'on a aujourd'hui pour faire développer Peach sont infinis. On y va juste step after step. On teste, on fonctionne, on améliore. Mais c'est vrai qu'on a une équipe remplie de gens créatifs et bienveillants. Donc, moi, je suis très optimiste. C'est vrai que laser, je vois beaucoup de difficultés matérielles, etc., que je ne vois pas chez Peach Farmer. Chez Peach Farmer aujourd'hui, c'est vrai que je n'avais pas une passion pour la pitch industrie, mais j'ai une passion pour les gens et c'est vrai que... Et pour la création de tout ça. C'est ça. Pour la création de contenu, raconter de belles histoires, pouvoir casser ces murs en fait entre la société et les pitch stars. En fait, je suis très fière de ce que je fais. Je vois une vraie mission sociale, je vois un vrai but et probablement, enfin, c'est peut-être beaucoup d'ambition, mais si on arrive à avoir un petit impact sur un changement de comportement sociétal, quel bonheur. Quel bonheur. Et c'est vrai que j'aimerais vraiment arriver là, quoi. Donc quel grand avenir. Je pourrais continuer. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite à Peach. Et je pense qu'avec votre bienveillance, votre bonne humeur et surtout aussi votre force, oui, qui est votre ambition, vos connaissances. Et peut-être que c'est le bon moment. Peut-être qu'à partir de 2023-2022, quand vous avez commencé Peach, avec les réseaux, avec le développement de tout ça, il peut se faire plein de belles choses aussi. Et Peach va être totalement ancré là-dedans et déjà totalement ancré là-dedans. En tout cas, on va continuer de distribuer nos valeurs, de vous montrer tels que vous êtes, puisqu'on n'a pas besoin de faire on n'a pas besoin de changer votre image, en fait. On a juste besoin de vous montrer tel que vous êtes, faire participer cette communauté incroyable de farmers dans ce produit et continuer de créer des choses fantastiques main dans la main avec que des bonnes volontés. Il n'y a pas de raison que ça ne devienne pas une fierté. En tout cas, je souhaite à Peach un avenir beaucoup plus long que... Parce que j'allais dire, la tarte, ouais, elle va bientôt être finie. Le problème, c'est que tu m'as lancé dessus. Oui, je sais. Tu m'as lancé dessus, elle est bonne. Je ne pouvais pas rebondir sur la tarte, mais en tout cas, aussi doux, aussi sucré que cette tarte. Je pourrais parler de Peach Farmer et de cette crème savoureuse et onctueuse de citron pendant des heures. Merci beaucoup Anna de m'avoir invitée. Merci Lucie. Merci à toi d'avoir regardé. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Rejoins-moi sur Icon Star pour regarder l'épisode en intégrale pour les petits plaisirs d'Anna. Sa main avec grâce, une figure dessinée dans les airs. Elle choisit un point reculé, feutré. Pour nos rencontres se mêlent les mystères. Sous un voile de douceur, les regards s'entrelacent.